La vallée de Kangra, dans le nord de l'Inde, est réputée pour son agriculture, son artisanat d'art et ses lieux de pèlerinage. Depuis plus de 80 ans, un petit train de montagne y circule sur une ligne à voie étroite. Le moyen de transport idéal pour partir à la découverte des merveilles de cette région, l'une des plus belles des contreforts de l'Himalaya. Point de départ de notre voyage de 165 km, Pathankot, dans l'état du Pendjab. 7 fois par jour, c'est la ruée sur les meilleures places, car les trains circulent en service régulier, sans réservation. En Inde, le train reste le mode de transport le moins cher, ce qui explique que les compartiments soient presque toujours bondés. Le voyage, d'une durée de 6 ou 7 heures, ne coûte que 30 roupies, soit 50 centimes d'euros. Et comme le circuit fait partie des plus spectaculaires de l'Inde, il attire chaque année des dizaines de milliers de touristes du monde entier. La ligne est dédiée au transport de voyageurs depuis 1929. Elle est située à environ 500 km au nord-ouest de la capitale New Delhi. Passé Pathankot, le petit train chemine exclusivement dans l'état de l'Himachal Pradesh, gravissant un dénivelé de 800 mètres. Le relief montagneux a représenté un défi majeur pour les ingénieurs britanniques. Il a fallu construire presque 1 millier de ponts sur une distance de seulement 165 km. Certains font plus de 100 mètres de long. Celui-ci, le numéro 32, a été en partie détruit par une inondation. Sa reconstruction a duré 1 an. 2 ans après la catastrophe, le pont routier, encore plus endommagé, est toujours fermé à la circulation. On voyage un peu les uns sur les autres, mais l'ambiance est plutôt détendue. Tout le monde prend son mal en patience avec une certaine philosophie. Et quand il n'y a vraiment plus de place, on peut encore tenter ce genre d'acrobatie. Il n'y a heureusement que 2 tunnels sur la totalité du tracé. Les ingénieurs ont voulu garantir aux passagers une vue dégagée sur la vallée et les montagnes. Mission accomplie. Ils ont aussi évité les courbes trop étroites et les pentes trop fortes. La voie devait se fondre harmonieusement avec la nature. Arrivé à Nurpur, la première grande gare du trajet en direction de Baijnath. La vallée de Kangra offre ici son plus beau panorama. Au pied de la majestueuse chaîne du Dhaoladhar s'étendent de vastes forêts protégées pour la plupart. Presque 70% de la superficie de l'Himachal Pradesh sont boisées. L'abattage du bois y est strictement réglementé. Dans les zones naturelles protégées, seuls les arbres malades ou morts peuvent être coupés. Les entreprises titulaires d'une licence octroyée par l'État ont le droit d'exploiter le bois. Celle-ci est située dans le petit village de Batrahan et emploie 24 personnes. Anas Singh et Bodh Raj sont en plein labeur. Au bout d'une demi-heure, ils ont réussi, le tronc est coupé en 2. Il va pouvoir être débité en planches.
L'entreprise de Labdinan fournit l'industrie du meuble et le secteur du bâtiment. Le bois dur est principalement utilisé dans la construction d'habitations. Satish Singh, le contremaître, est employé ici depuis 15 ans. Chaque année, 5 ou 600 mètres cubes de bois transformé quittent l'atelier. D'août à mars, on fabrique du charbon de bois, la deuxième activité de la petite entreprise de Batrahan. Donanis Rara est chargé de l'empilage du bois. Il faudra 3 jours de combustion pour que le bois se transforme en charbon. Dans les régions rurales de l'Inde, le charbon de bois est encore utilisé comme combustible pour faire la cuisine. L'entreprise a principalement pour clients des hôtels et des restaurants. La meule doit refroidir encore 2 jours avant de pouvoir être ouverte. Donanis Rara, aujourd'hui âgé de 54 ans, est charbonnier depuis qu'il est enfant. Un métier que son père lui a transmis. Cela fait 10 ans qu'il travaille pour cette entreprise qui produit chaque saison 10 000 sacs de 30 kg de charbon, soit 300 tonnes. Fatan Singh est manœuvre. Depuis 3 ans, Donanis Rara lui apprend le métier pour que Fatan puisse un jour prendre sa suite. Retour à Nurpur. Au-dessus des toits se dresse le fort, presque millénaire. Édifié par l'ancien souverain Tagat Singh, il tombe aux mains de l'empereur moghol Jahangir. Ses descendants garderont le contrôle de cette région de l'Inde jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. L'ancienne salle d'audience publique. Le fort a été en grande partie détruit en 1905 par un violent séisme. Le temple consacré au couple Radha et Krishna, lui, est encore bien conservé. La reine habitait autrefois dans ce palais. Les singes ont la belle vie ici. Les visiteurs ont toujours quelque chose de bon à leur donner. Celui-là semble trouver le temps un peu long aujourd'hui. Le train roule à présent en direction de Jwalamukhi à pleine vitesse, soit 40 km/h. Ravi Mota conduit la locomotive. Il a 54 ans et travaille depuis 31 ans à la compagnie Northern Railways. Comme la voie ne mesure que 76 cm de large, le train brinque-balle affreusement. Plus que quelques kilomètres avant d'arriver à Jwalamukhi après 3 heures de trajet. Comme les autres gares, celle-ci n'a pas connu de grandes transformations depuis sa création il y a plus de 80 ans. Dans la petite ville et ses alentours, il n'y a ni industrie, ni grandes entreprises artisanales. La population vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. La majorité des habitations sont encore en terre crue et flanquées de vérandas en bois. Les toits sont recouverts d'ardoises. Des matériaux parfaitement adaptés dans une région où il fait très chaud l'été et froid l'hiver. Ce village, accessible uniquement à pied, s'appelle Dusgela.
40 familles et leurs nombreuses bêtes mènent ici une vie de labeur paisible, loin du tumulte habituel des villes indiennes. Pendant la journée, on croise surtout des femmes et des enfants, car les hommes travaillent aux champs. Monibala et Kerajit se rendent au puits du village. L'eau courante dans les maisons est encore un rêve lointain. Les deux femmes sont nées dans un village voisin et ont suivi leur mari à Douzguela. Elles sont amies depuis l'enfance, habitent des maisons mitoyennes et l'une comme l'autre ont mis au monde leur premier enfant il y a 2 ans. Côté cuisine, pas de grands changements en un siècle. Les repas sont presque exclusivement végétariens, comme c'est souvent le cas en Inde. À certaines occasions, on tue un poulet tout au plus. Début novembre, la saison des pluies est terminée. Le riz a été récolté. Les champs peuvent à nouveau être préparés pour les semis. On cultive de l'orge ou du blé, parfois du maïs dans d'autres parties de la vallée de Kangra. Les villageois sont autosuffisants. Ils vendent leurs excédents sur les marchés en ville. L'Himachal Pradesh fait partie des rares États de l'Inde à produire des surplus agricoles. Le site de Masrour, bien que sévèrement endommagé par un tremblement de terre en 1905, demeure un des monuments culturels les plus remarquables de la vallée de Kangra. Les 15 temples indo-ariens taillés dans le roc existeraient depuis le 8e siècle. Le temple principal était à l'origine dédié au dieu Shiva. Aujourd'hui, on y vénère également Krishna et Lakshmi, la déesse de la beauté et de la fortune. Nous quittons Jwalamukhi pour suivre l'un des plus beaux tronçons du parcours. Comme la plupart des voies ferrées de montagne, celle-ci fut construite par les Anglais à l'époque de la colonisation, sous la conduite d'un certain Ernest Bertram Neave Taylor. Le chantier démarra en 1925 et 3 ans plus tard, la voie était ouverte au transport de marchandises. Lorsqu'on décida de bâtir une centrale hydroélectrique sur le fleuve Oul, dans la vallée de Kangra, les matériaux furent acheminés par le train. En avril 1929, le premier train de voyageurs circule entre Pathankot et Palampur. Certains ponts ont dû être rénovés ou reconstruits car la vallée a subi un autre tremblement de terre dans les années 1970. Cette ligne de montagne figure pourtant parmi les plus longues et les mieux entretenues du monde. C'est pourquoi, en 2009, le gouvernement indien a demandé son inscription au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Le train est à la fois une attraction touristique et un moyen de transport comme les autres pour la population et les nombreux pèlerins en visite dans la vallée. La ligne de chemin de fer est parfaitement intégrée au paysage. Emblème de la région, elle a su s'inscrire dans une certaine modernité sans sonner le glas des traditions.
Aujourd'hui, dans de nombreuses régions de l'Inde, la plupart des objets d'usage courant sont fabriqués dans de grandes entreprises, voire importés. Mais dans la vallée de Kangra, subsistent encore de petites entreprises artisanales, comme des ateliers de tissage ou de poterie. Mehar Chand Singh emploie 7 membres de sa famille. Il a succédé à son père à la tête de l'entreprise il y a 20 ans. La poterie est une tradition familiale qui remonte à 200 ans, soit 8 générations. La gamme de produits est variée. C'est l'épouse de Chand Singh qui peint les poteries. Ces dernières semaines, l'atelier a essentiellement fabriqué des lampes à huile pour Diwali, la fête de la lumière célébrée chaque année à la fin de l'automne. Elle dure plusieurs jours et peut être comparée, par sa dimension spirituelle et son caractère festif, au Noël occidental. En Inde du Nord, Diwali marque le début de la nouvelle année hindoue et symbolise la renaissance de la vie. On jette ses vieilles lampes et on en achète des neuves. Les lampes sont censées guider l'âme des défunts jusqu'au ciel. C'est aussi la période de l'année où on reçoit la visite de ses ancêtres, on allume des lumières pour leur indiquer le chemin des maisons. Le chant des femmes et des enfants s'adresse à la déesse Lakshmi, épouse de Vishnu. Viens dans notre maison, la porte est ouverte. Apporte-nous bonheur et santé, veille sur nos familles, surtout sur nos enfants. Protège-nous tous. Un petit feu d'artifice vient clore la célébration. La déesse a peut-être été la bonne fée qui s'est penchée sur le berceau de la voie ferrée. 482 courbes, 993 ponts et seulement 2 tunnels. La vue sur la vallée est ainsi assurée d'un bout à l'autre du trajet, même si de nombreux voyageurs n'y font même plus attention. Pour eux, c'est la routine. Les anciennes locomotives à vapeur ont été remplacées dans les années 1970 par des locomotives diesel de 700 chevaux. 7 trains circulent quotidiennement, un à la fois, dans l'une ou l'autre direction. Au kilomètre 80, le premier tunnel d'à peine 80 mètres de long. La construction de telles longueurs de voies dans cette région au relief accidenté est un chef-d'œuvre des ingénieurs britanniques. Une véritable prouesse technique qui a pourtant bien failli causer sa perte. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais ont manqué d'acier pour fabriquer des rails et ont décidé de démonter 56 km de voies en Inde pour les transporter en Angleterre, où ils ont été réinstallés ou fondus. Il faudra attendre 1954 pour que la ligne soit de nouveau entièrement praticable. La vallée s'ouvre sur la plaine. On se rapproche de Kangra, la métropole régionale. Certains passagers sont exténués, ils voyagent depuis 4 bonnes heures.
La capitale du district de Kangra est l'étape la plus importante du parcours. Peuplée d'environ 250 000 habitants, Kangra centralise les ressources politiques, commerciales et culturelles. Elle offre une immersion totale au cœur du mode de vie indien. Vue sur le fort de Kangra, dont l'intérieur est en ruine. Il fut construit à la même époque que le fort de Nurpur. Eux suivent les touristes comme leur ombre. Il y a plus de 250 ans, un style de peinture très particulier a vu le jour dans les cours princières des contreforts de l'Himalaya, notamment dans la province Pahari et la vallée de Kangra. Les miniatures sur papier abordent des thèmes sacrés et profanes et racontent les hauts faits des princes et les mythes de la vie et de la mort dans ce monde. Dani Ramkouchdil est un artiste de 39 ans qui perpétue cette tradition presque disparue. Pour ses tableaux, il utilise uniquement des pigments naturels, issus par exemple des fruits du cactus et de l'or. Il a fait son apprentissage auprès d'un maître durant 4 ans. Aujourd'hui, il est indépendant. Ce travail minutieux demande une telle concentration qu'il ne peut peindre que 4 heures par jour. La réalisation d'une miniature peut ainsi prendre 1 semaine. Des tableaux de ce format coûtent entre 100 et 300 euros. Ils mettent souvent en scène le dieu Krishna, que l'on voit ici en train de soulever un rocher pour protéger les hommes du déluge envoyé par Indra, le dieu de la pluie et rival de Krishna. Ce tableau montre Shiva avec son épouse Parvati et leur fils Kartikeya. Celui-ci, une femme amoureuse en train de danser qui attend son ami. Dans la région de Kangra, il ne reste que 5 peintres de miniatures. Depuis 2004, Dani Ramkouchdil a donc décidé de passer le flambeau. Il enseigne son art à une vingtaine d'élèves chez lui ou au musée de Kangra. Désormais, il est confiant dans l'avenir. Les gens ont repris goût aux miniatures. Je pense que s'ils sont nombreux à s'y intéresser, notre travail sera réputé dans le monde entier. Il y a quelques années, lorsque le gouvernement a refusé de financer notre école à Kangra, j'ai bien cru que c'était la mort de notre art. Mais aujourd'hui, nous recevons des subventions et je suis confiant dans la réussite de notre travail. Un optimisme que partagent ses élèves, comme Shvesh Kumar. Je m'intéresse aux miniatures depuis tout petit. Mon maître, Dani Ram, m'a beaucoup inspiré. Il m'a beaucoup appris. Je compte en faire mon métier un jour. Voilà qui est de bon augure pour l'avenir de cet art précieux. Avant de poursuivre vers Palampur et Baijnath, nous faisons un détour par les contreforts de l'Himalaya, à quelques kilomètres au nord de Kangra. C'est ici, à presque 2000 mètres d'altitude, que se trouve la ville de Dharamsala. En 1960, l'actuel Dalai Lama a installé son gouvernement en exil dans cette ancienne ville de garnison britannique. L'année précédente, le chef spirituel du Tibet avait quitté Lhasa pour échapper aux persécutions chinoises.
Depuis, la ville est parfois surnommée la Petite Lhasa. Elle attire des touristes du monde entier, principalement des adeptes du bouddhisme. Un ravissant parc de l'ère coloniale en plein cœur de la ville a dû céder la place aux boutiques, hôtels et restaurants. Quelques 50 000 Tibétains, dont 20 000 moines, vivent à Dharamsala et ses environs. Comme le Dalai Lama voyage beaucoup, tout le monde n'a pas la chance de le voir en personne au cours d'une cérémonie. Un peu plus loin se trouve le monastère de Gyuto, où vivent, étudient et travaillent plus de 500 moines et novices. Comme dans presque tous les monastères bouddhistes, les visiteurs ont le droit d'assister aux rituels quotidiens. Le monastère d'origine, fondé au XVe siècle dans l'est du Tibet, a été détruit par les Chinois en 1959. Certains moines ont pu se réfugier en Inde, mais la plupart ont péri dans les bombardements ou ont été emprisonnés. Autre chapitre douloureux de l'histoire de l'oppression de tout un peuple, les enfants réfugiés tibétains. Leurs parents les envoient en Inde au péril de leur vie pour qu'ils soient élevés dans leur culture traditionnelle, quitte à grandir sans leur famille. Grâce aux dons récoltés dans le monde entier, 1700 enfants ont pu être scolarisés dans cet établissement de Dharamsala. L'instituteur, Ninda Sangpo, est arrivé ici en 1985 à l'âge de 5 ans. Il a grandi dans cette ville et a étudié pour devenir enseignant. Les enfants apprennent le tibétain, l'hindi et l'anglais. Pour le secrétaire général de l'école, Thupten Dorji, être contraint de grandir loin de leurs parents n'est pas le principal souci de ses enfants. On nous demande parfois si les enfants ne sont pas trop traumatisés par le voyage. Mais quelque part, ce n'est pas le plus grave. Nous fuyons le Tibet pour de bonnes raisons, à savoir la liberté et l'éducation. Lorsqu'ils arrivent ici, bien sûr, ils ont derrière eux un voyage éprouvant. Le risque d'être capturés par les Chinois, la séparation douloureuse d'avec leurs parents et leurs familles. Mais une fois ici, ils ont la possibilité de recevoir une bonne instruction et de grandir dans la culture tibétaine. Cela les console des épreuves qu'ils ont dû subir. La priorité du gouvernement en exil est de préserver l'art et la culture du Tibet. C'est précisément la mission dévolue à l'Institut Norbolinka, un centre des arts comprenant un temple, un petit hôtel et un café. Plus de 300 artisans, dont une centaine d'apprentis, sont au travail dans les nombreux ateliers. Tous les ateliers peuvent se visiter. Et presque tout ce qui est fabriqué ici est vendu sur place. À l'exception de ces grandes statues, réservées aux monastères ou autres institutions bouddhistes, et réalisées uniquement sur commande. Les hommes travaillent plusieurs semaines sur une statue comme celle-ci. Son prix, de 12 à 15 000 euros. Nous reprenons le train direction Palampur. À ce jour, il n'existe pas de plus beau moyen de transport pour explorer la vallée de Kangra avec ses nombreux sites de part et d'autre de la voie.
Il est emprunté par environ 3 millions de voyageurs par an. Un succès jamais démenti, seulement interrompu une première fois par la guerre, puis dans les années 1970, lorsque la voie a été fermée entre 73 et 76 après un tremblement de terre et en raison de la construction d'un barrage. La région entre Kangra et Palampur mérite qu'on s'y attarde. Ce temple hindou, dont le style est caractéristique de l'Inde du Sud, se trouve dans le petit village de Baba Boda. On y vénère le dieu berger Krishna et sa fiancée Radha sous l'œil de Ganesh, le dieu de la sagesse et de l'intelligence. La particularité de ce temple est d'être ouvert aux non-hindous. La chapelle dédiée à Krishna et Radha. Dans la mythologie indienne, Krishna est un dieu bon vivant et libertin, amateur de jeunes filles à la peau claire, qui l'épiaient dans leurs bains et avec lesquelles il aimait danser. Encore une demi-heure de trajet jusqu'à Palampur. Le train a gravi 800 mètres de dénivelé. Le train de la vallée de Kangra a plus de 80 ans. Mais les voies ferrées de montagne en Inde sont nées bien avant, sous l'égide des Anglais. Le Darjeeling Himalayan Railway fut inauguré en 1881, le chemin de fer de Nilgiri Mountain en 1889 et celui de Kalka Shimla en 1903, soit 25 ans avant celui de la vallée de Kangra. Ces détails n'intéressent pas les passagers. Pour eux, l'héritage de l'ancienne puissance coloniale n'est que le moyen de transport le plus économique et le plus confortable pour aller d'un point à un autre. Arrivé en gare de Palampur, à 1200 mètres d'altitude. Beaucoup de voyageurs descendent, car Palampur, au même titre que Kangra, est une ville importante de la vallée. C'est l'occasion de faire quelques emplettes. Cette ville de 140 000 habitants est appréciée des touristes étrangers car elle est très typique, tout en étant de taille humaine. Ici aussi, les cacahuètes grillées sont délicieuses, mais Palampur est surtout réputé pour son thé. Les plantations, qui s'étendent jusqu'à la ville, sont au beau milieu des arbres. La surface cultivée est relativement modeste, mais le thé de la vallée de Kangra est très estimé des connaisseurs. La méthode de cueillette est originale. Elles ne sont censées manger que les mauvaises herbes.
Situé à quelques kilomètres de Palampur, Andretta est un petit village rural entouré de plantations de thé, de rizières et de vergers. Les sources d'eau pure et la tranquillité du lieu ont attiré divers artistes au cours des décennies précédentes. Par exemple, Nora Richards, pionnière du théâtre rural en Inde, et Sobha Singh, un peintre du siècle dernier. Ce sikh pratiquant s'est fait connaître grâce à ses œuvres bien au-delà des frontières de l'Inde. Un de ses tableaux les plus célèbres, La meneuse de chèvres. Sobha Singh était ouvert aux autres religions. Il peignait des dieux hindous, comme Krishna et Rama, ou se représentait lui-même sur le chemin de la Mecque en compagnie d'un haut dignitaire musulman. Ceci est un portrait du dernier gourou des Sikhs, Govind Singh, mort en 1708. Il n'a désigné aucun successeur, disant « Celui qui veut voir un gourou n'a qu'à en chercher un ». Retour à Palampur. Le chef de gare Sritam Chand se rend sur son lieu de travail. Il est responsable du bon déroulement de la circulation des trains, mais aussi de la vente des billets. Nous n'avons jamais été contrôlés dans le train, ce qui nous a étonnés. Nous interrogeons Sritam Chand sur l'honnêteté des voyageurs. Nous faisons des contrôles 2 ou 3 fois par semaine. On manque de personnel pour en faire tous les jours. Les gens viennent le plus souvent des villages voisins et achètent leurs billets avant de monter dans le train. Il y a peut-être 5 à 10% de fraudeurs. Cette clé sert à manœuvrer l'aiguillage et faire passer les feux au vert, un des éléments du système de sécurité qui équipe toutes les lignes de montagne. Nous avons pu nous convaincre personnellement de l'honnêteté des voyageurs en simulant un contrôle. Oui, passe-moi les billets que je puisse lui montrer. Ici aussi, aucun souci. Oui, j'ai mon billet. Tu peux regarder. Jamais je ne voyagerai sans billet. Bien sûr, je peux vous le montrer. Vous avez votre billet? Oui, on a un billet de groupe. Notre petite expérience est concluante. Personne n'a profité de la rareté des contrôles sur cette ligne. Les ingénieurs britanniques se sont surpassés pour construire la ligne de la vallée de Kangra. Elle est au diapason de la beauté, de la quiétude et de la majesté de l'environnement.
Après l'indépendance du pays en 1947, les Indiens ont su entretenir ce réseau hérité des Anglais. Il est authentique et bien préservé. De nombreuses lignes à voie étroite sont condamnées à devenir des pièces de musée. La ligne de Kangra a échappé à ce sort. Et elle a sans doute de beaux jours devant elle, puisqu'on n'a pas encore inventé un moyen de transport plus avantageux ou plus pittoresque. Plus que quelques minutes avant l'entrée en gare de Baijnath, le terminus pour la majorité des passagers. Ceux qui le souhaitent peuvent poursuivre jusqu'à Joginder Nagar à une vingtaine de kilomètres. Mais il n'y a que 2 correspondances par jour. Baijnath est un des principaux lieux de pèlerinage de la vallée de Kangra. Le temple, qui si l'on en croit les inscriptions date de l'an 804, est le plus ancien sanctuaire du dieu Shiva. Les habitants des villages voisins le fréquentent tous les jours. Des dizaines de milliers de pèlerins venus du pays entier affrontent un long voyage pour s'y rendre au moins une fois dans leur vie. De nombreux malades viennent y chercher la guérison. Même pour les non-hindous, le temple de Baijnath conclut en beauté cette expédition dans une des plus belles vallées de l'Inde. Une vallée ouverte sur le monde et tolérante, dans laquelle 50 000 Tibétains ont trouvé une nouvelle patrie.